bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en si grand nombre. Puisque nous sommes en retard, je vais y aller assez rapidement. Je vous présente la première table ronde de ces 3 journées d'études. Table ronde qui s'intitule « La recherche en temps réel, créer de l'archive », qui sera animée par notre coordonnatrice de projet, Charlotte Moffett, avec la participation de Katia Auger, Anne-Philippe Beaulieu, Francis Desruisseaux, Olivier Lapointe, Samuel Paré, Nancy Perron et Caroline Saint-Amand. Je précise que ne pouvaient être présentes aujourd'hui Morane Arcan et Isatis Gravel-Leblanc, mais elles nous ont aidés dans l'organisation de cette table ronde et nous pensons fortement à elles. Je ne vous ferai pas lecture des notices biobibliographiques de tout ce beau monde, cette équipe d'adjoints et d'adjointes de feu, et je vous invite à vous référer au programme complet que vous pourrez trouver sur le site du CRILC, donc www.crilc.org. Les 3 journées d'études ont une page avec l'entièreté du programme. Vous y retrouverez les résumés des propositions et les notices biobibliographiques de tout le monde. Charlotte, la parole est à toi. Merci Lise pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce tout début de journée d'études. Donc, c'est à titre de coordonnatrice du projet de recensement des initiatives culturelles mises en œuvre au temps de la COVID-19 que j'anime aujourd'hui cette table ronde. Pour vous mettre en contexte rapidement, sans trop répéter ce qui a été dit, depuis bientôt 1 an, nous, les employés du CRILC, nous maintenons notre mandat de veille des activités culturelles et de recherche en études québécoises, et c'est un peu ce qui a naturellement mené au projet de recensement. Cette proposition de recherche dont je vais parler plus amplement cet après-midi consiste à recenser ces initiatives culturelles de manière organisée et de les mettre à la disposition de tous et toutes. Pour lever le rideau sur les coulisses du projet, nous allons aujourd'hui nous entretenir ensemble des considérations méthodologiques qui donnent la structure au projet, puis de quelques éléments d'analyse issus de notre travail de première ligne. Je rappelle pour qui n'en aurait pas lu le résumé qu'avec cette table ronde, notre objectif, c'est de montrer comment se construit encore à ce jour la base de données et aussi de donner un aperçu des initiatives culturelles que nous avons recensées depuis le 13 mars dernier. Notre discussion sera orientée selon 4 axes, donc la veille des initiatives, la constitution du répertoire, la dimension interdisciplinaire du projet et finalement ce qu'il y a à dire sur ce qui se crée. Il y aura également à la toute fin une période de questions. Commençons donc par le commencement, soit la tenue de la veille des activités culturelles et de recherche en études québécoises. Pour celles et ceux qui ont participé à cette veille des initiatives, j'aimerais vous entendre sur la façon dont vous avez procédé. Donc, quelles sont les sources que vous avez utilisées naturellement et moins naturellement? Pour ma part, ça a été principalement les réseaux sociaux, donc un petit peu Facebook, beaucoup Instagram, mais aussi les infolettes des théâtres qui recensaient quelques initiatives. Oui, pour moi, surtout les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, les infolettes des musées, les babillards, les calendriers d'activités culturelles. On a remarqué que les réseaux les plus utilisés pour la diffusion varient d'une discipline à l'autre. Les artistes visuels, les illustrateurs, les illustratrices semblent avoir été davantage actifs sur Instagram que les acteurs du milieu littéraire, ce qui fait du sens puisque Instagram est une plateforme qui mise d'abord sur l'image. Aussi, la promotion de plusieurs activités s'est faite par l'intermédiaire d'un événement Facebook. Ensuite, dans les journaux, de nombreux articles dressaient des listes d'activités culturelles organisées durant le confinement, ce qui nous a permis de compiler d'autres initiatives qui auraient pu passer inaperçues. Et d'ailleurs, pour cette raison et parce que la couverture des événements en ligne est devenue un des enjeux de notre recension, il y a une veille des couvertures médiatiques qui a été mise en place. C'est vrai qu'il y a tant à couvrir que ça a fait du bien à certains moments de trouver des recensements de petite envergure, des petites listes existantes pour nous faciliter le travail. De votre côté, niveau organisation, comment est-ce que vous avez répertorié vos trouvailles? Est-ce que c'était plutôt spontané ou structuré? Au début, de mon côté, je dirais que c'était plutôt désorganisé. Je prenais beaucoup de captures d'écran, ce qui impliquait que je devais sans cesse retourner chercher des informations plus tard.
Parfois aussi, je notais des petites initiatives avec, par exemple, la personne ou l'organisme responsable, juste dans l'application de notes de mon téléphone. Donc, un peu le même principe, toujours retourner. Mais heureusement, assez rapidement, l'équipe a développé des outils collaboratifs qui ont permis justement de faire un répertoire qui était plus organisé. Oui, moi aussi, d'abord, j'accumulais spontanément des copies d'URL dans un document Word pour ensuite les classer par discipline dans le document collaboratif. Il arrivait aussi que je télécharge l'identité visuelle d'une initiative ou un article de presse dans un dossier réservé pour, par la suite, durant mes heures de travail, retourner vérifier la pertinence de l'information. Ces façons-là de fonctionner, le projet dans son essence même suppose de rester à l'affût continuellement parce que l'information qui nourrit la veille vient un peu de nos réseaux naturels et de notre vie personnelle. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur la place qu'a pris cette veille, non seulement dans votre travail, mais dans votre quotidien en général. C'était très difficile, je pense, au début de séparer vraiment comme le temps réservé au travail, celui de réserver au loisir. Dès que j'étais sur mon téléphone, mon ordinateur, j'ouvrais Facebook, Instagram, donc je tombais naturellement sur des initiatives. Il y avait un peu aussi toujours comme le désir de tout noter pour être sûr de perdre aucune initiative. Donc, c'est toujours comme de la notation là, active. Effectivement, oui, la veille, il y avait quelque chose de compulsif. Il y a plusieurs initiatives qui apparaissaient dans mon fil Facebook dès le matin. Donc, à tous les jours, j'accumulais de l'information sans faire le tri pour revenir plus tard, vérifier l'information durant mes heures de travail. Moi aussi, je fonctionne un peu de cette façon-là. Encore aujourd'hui, j'ai comme le réflexe de la capture d'écran ou de la note quand je vois passer une initiative culturelle sur mes réseaux sociaux ou que j'entends parler de quelque chose à la radio. Je pense qu'il va y avoir une sorte de libération de cette habitude à partir de la semaine prochaine parce que la veille va prendre fin samedi avec le premier anniversaire de l'état d'urgence. Et depuis tout ce temps, nous avons tenu cette veille de différentes façons, un peu selon les différentes vagues de la COVID-19 au Québec. Je me demandais si vous pouviez nous parler de la façon dont c'est justement modulé cette tâche au fil du temps, au fil des différents niveaux de confinement et de restrictions sanitaires. Au début, c'était un peu essoufflant. Il y avait vraiment beaucoup d'initiatives. On ne savait pas trop encore quelle forme allait prendre la base de données. Non plus les critères à noter, ils changeaient constamment. Donc, c'était à la fois épuisant et stimulant, je pense, de voir le nombre grandissant d'initiatives. On était aussi un peu toujours dans l'urgence. Il y avait de plus en plus d'initiatives. Il y avait des initiatives qui étaient créées à la dernière minute en réaction justement à la poursuite des fermetures. Donc, à chaque nouveau confinement, il fallait un peu recommencer le processus. Donc, retrouver des initiatives qu'on avait peut-être écartées dans les premières vagues parce qu'ils n'entraient pas dans les dates déterminées. Oui, c'était un projet qui était très enthousiasmant, qui nous place aussi au centre de l'activité culturelle virtuelle du Québec. Donc, à la suite de l'annonce du deuxième confinement, c'est sûr qu'on pensait tout de suite aux initiatives qui pouvaient se poursuivre ou encore se reproduire ou se décupler. Oui, je pense que vous le dites très bien. C'est un travail à la fois essoufflant et enthousiasmant que de tenir cette veille. Je pense aussi que c'est un beau tour d'horizon de la première étape du recensement et que ça nous permet de passer au gros morceau du travail qui correspond à l'alimentation de la base de données, celle qui nous permet de présenter de manière organisée les initiatives et qui permettra éventuellement de les mettre à la disposition de tous et toutes. Pour celles qui ont travaillé aux deux étapes, donc Nancy et Caroline, quelle différence faites-vous entre ce type de travail de recherche et celui qui le précède lié à la veille? Pour nous, l'intégration des informations dans la base de données, c'est un passage vers l'archivage et la création de données de recherche. Donc, c'est une étape qui demande beaucoup plus de méthode et de précision. Il s'agit de vérifier la pertinence et l'exactitude de toute l'information cumulée. Aussi, une fiche complète doit suffire à couvrir un événement. Donc, il faut s'assurer que l'information est complète, que les ressources documentaires sont diversifiées, qu'elles comprennent soit de l'information sur l'initiative, une identité visuelle, une captation, une couverture médiatique ou tout autre document pertinent comme un programme ou un dossier de presse partagé. Je dirais aussi que c'est un travail plus rigoureux qui demande beaucoup de précision, comme le disait Nancy. Peu importe l'ampleur de l'initiative, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Mais je dirais aussi que c'est un peu comme un deuxième niveau de recherche. Donc, avec la veille, c'était plus passif ou plus en surface, alors qu'avec l'intégration de données, on entrait plus en profondeur, on devait couvrir toujours un peu plus large. Pour avoir participé aux deux, moi aussi, je suis d'accord, c'est vraiment un travail exigeant de précision
qui est le centre de bon nombre des enjeux méthodologiques dont on va discuter. Mais avant d'y entrer concrètement, peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse et laisser Olivier Lapointe, responsable des infrastructures numériques du CRILC, nous la présenter, cette base de données. Merci, Charlotte. Alors, la base de données recensement, ou disons plutôt la plateforme recensement, intègre en fait 3 composants distincts, soit une instance du logiciel MySQL, qui est un système de gestion de base de données là, assez connu, qui stocke les informations recueillies dans le cadre du projet, un site web de consultation et de gestion de données que je vais vous présenter tout à l'heure et qui est accessible à l'adresse recensement.crilc.org, et enfin une interface de programmation applicative ou API qui fait le pont entre les applications clients, donc notre site web, et les données encodées dans la base. Le choix de cette solution tripartite, modulaire, on aurait pu en effet se contenter d'un simple tableur Excel ou d'une base Access ou FileMaker, se justifie à plusieurs niveaux, comporte en fait plusieurs avantages, dont le principal est, à mon avis, qu'elle facilite grandement le travail en commun. L'application web est accessible à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Personne n'a acheté ou du moins installé de logiciel spécifique pour se servir de l'outil. L'utilisation aussi de l'outil par une nouvelle personne n'implique pas de coût additionnel. Si quelqu'un se rajoute au projet, bien, ça n'implique pas de coût, ce qui contribue évidemment à assurer la pérennité de la plateforme, au même titre que l'utilisation dans son développement de logiciels et de technologies libres, gratuites et bien supportées, telles MySQL, Angular, Spring Data. L'utilisation d'une API permet, notons-le, de multiplier les applications clientes. On peut ainsi facilement récupérer, si on veut, si on en a les capacités techniques, au format JSON, les données brutes de la plateforme pour effectuer des analyses statistiques sans même passer par l'interface de consultation. On pourrait aussi carrément développer d'autres applications web d'encodage ou de visualisation de données qui ne concerneraient qu'une partie du corpus. On pourrait imaginer, par exemple, une application qui met en valeur juste les spectacles de cirque qui ont eu lieu au cours de l'année ciblée. Enfin, cette conception modulaire de notre plateforme fait en sorte qu'il est très facile de faire évoluer le modèle de données. L'ajout de champs ou la modification de champs existants est facile, rapide et sécuritaire. Le développement de la plateforme s'est effectué, disons, relativement très rapidement, soit entre le 4 et le 24 avril 2020, qui est la date du lancement de la première version. Évidemment, la plateforme a évolué un peu, mais pas tant que ça. On a vraiment donné un gros coup au début pour le développement. Une partie du code de la plateforme a été en fait récupérée directement d'une application que je développais alors pour le compte du CRILC. C'est qu'il fallait faire vite. Contrairement à la majorité des outils de recherche numérique sur lesquels j'ai travaillé, le phénomène qu'on voulait capter, bien, ça se déroulait vraiment sous nos yeux. Il y avait à chaque jour, qu'on en a parlé déjà, de plus en plus d'initiatives qui étaient mises en place. On n'avait pas le temps d'attendre sous peine de perdre. Il y avait un peu une panique, on va perdre les données. Tu sais. Cet empressement, cette urgence à mettre en place l'outil, c'est répercuté évidemment sur notre modèle de données, qui n'est pas aussi exhaustif qu'il aurait pu l'être si nous avions pu développer le tout tranquillement à notre rythme. Évidemment, ce n'est peut-être pas si négatif que ça, parce qu'on a tendance souvent, quand on développe des bases de données, à vouloir tout capter, donc à multiplier les champs, ce qui, évidemment, alourdit l'encodage, c'est beaucoup plus long. Et on se rend compte bien souvent qu'on utilise peut-être 10 ou 15 des champs à toute fin. Donc, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Ce modèle de données, je vais vous le présenter maintenant très brièvement en me servant pour ce faire de l'interface de gestion de données de la plateforme que vous devriez pouvoir apercevoir sur votre écran. Donc, on le voit, cette interface est assez sommaire. Il y a 3 onglets vraiment principaux. Je laisse de côté l'onglet gestion qui nous permet de faire la gestion des données des utilisateurs, par exemple, ou de voir qui a modifié quoi dans la base. Il y a en fait un onglet vraiment principal, c'est l'onglet initiative, parce que dans la base de données, tout est centré autour de la captation des données, des métadonnées sur les initiatives. Les fiches acteurs, les fiches ressources, c'est un peu comme à côté. On est vraiment on cible vraiment les initiatives. Et on est ici devant non pas une interface de consultation de données, mais vraiment une interface d'encodage. Donc, ce qui fait évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, mais pour la visualisation des données, c'est peut-être pas ce qui est le plus idéal. On a donc la liste, pour l'instant, on a 1903 initiatives dans la base de données. On a donc la liste des initiatives qu'on peut évidemment filtrer en fonction des disciplines ou des créateurs, etc. Pour voir un peu qu'est-ce qu'on captait dans le cadre de notre veille, on a des champs qui sont ici.
Une initiative peut être associée à une initiative parente. Donc, par exemple, un concert peut faire partie d'une série de concerts sur le web. Le titre de l'initiative, les disciplines. Là, évidemment, la liste de disciplines a été modifiée un peu en cours de route parce qu'on se rendait compte qu'il finalement, il manquait des éléments. Les fréquences. La fréquence, est-ce que c'est un événement qui est hebdomadaire, quotidien ou c'est aléatoire? Les lieux. Tous les lieux sont géolocalisés. Destinataire, est-ce que ça s'adresse au grand public, aux gens du milieu ou à un public restreint? Les individus ou les organismes associés dans ce qu'on a appelé l'interprétation ou l'écriture de l'initiative. Et enfin, les initiatives et organismes associés à la production, à l'organisation. Les lieux de diffusion, les plateformes, on en a, encore une fois, c'est une liste qui a grossi avec le temps. Au début, on avait quasiment juste Twitter, Facebook, Instagram. Finalement, on s'est rendu compte que les gens investissaient beaucoup d'espaces différents. Date de début, date de fin, heure de début, heure de fin. Est-ce que c'est enregistré ou non, gratuit ou non? Ici, un champ qui est intéressant, c'est le champ ressources. Ça nous permet d'associer à chaque fiche initiative des documents PDF, des fichiers audio, des fichiers vidéo. On peut penser, par exemple, associer à un concert, sa captation au format vidéo. La description de l'initiative et enfin les mots dièses. Encore une fois, c'est une liste qui a vraiment, c'est tous les mots dièses qui sont associés finalement à l'initiative, donc les fameux hashtags. Je vais vite, une fois qu'on a encodé l'initiative, on peut accéder à sa fiche et dans la fiche, on a accès aux informations de base ainsi qu'aux ressources. On peut, par exemple, ici voir la captation vidéo du concert de Cheval Blanc qui était donné, de Sonny Duval au Cheval Blanc, là, qui était donné au tout début de la pandémie. Les fiches acteurs sont un peu du même, un peu le même aspect que les fiches initiatives. Si, par exemple, on va voir la fiche de Sonny Duval, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès directement à l'ensemble des initiatives auxquelles l'individu a participé. Évidemment, ce n'était pas tant que ça, mais si on va voir des gens, peut-être 2 frères, c'est ça, il y en a un peu plus ici. Donc, on a accès à toutes les données. Mais comme je vous dis, le focus au niveau de l'encodage, c'était vraiment les initiatives, ce qui fait que les fiches acteurs sont un peu moins complexes. J'arrête ici mon tour d'horizon vraiment de la plateforme parce que je ne vais pas trop prendre de temps. Mais on le voit encore une fois, la plateforme est très orientée encodage de données. Même s'il est assez facile de se retrouver au sein des données de la base, il manque encore une vraie interface de consultation et d'analyse. On va en fait, dans les prochains mois, mettre en place divers outils qui vont justement faciliter cette analyse, soit un outil de recherche avancé, donc les fameux outils de recherche multicritères qui permettent de croiser les critères de recherche pour faire des statistiques plus précises, un module de production de graphes et de tableaux statistiques, une frise temporelle, et enfin, une carte des initiatives. Comme je le disais tout à l'heure, tous les lieux sont géolocalisés. Donc, on va pouvoir suivre dans le temps et dans l'espace le développement des initiatives pour contourner la COVID-19. Bien entendu, on va ouvrir bientôt les données au grand public, ou disons une partie des données, ce qu'on a le droit d'offrir au grand public. Nous en sommes encore, en fait, à la validation des quelques 1900 fiches encodées, validation qui est, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est quand même une étape qui est cruciale, mais qui aussi qui est assez lourde. Voilà, je redonne la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que cette petite présentation de la base de données va rendre la suite de nos échanges un petit peu plus concret et plus éclairé des points de vue techniques et visuels pour qui, dans le public, n'avait pas vu la plateforme. Toutes les personnes qui prennent la parole dans le cadre de cette table ronde ont touché à la base de données à différents moments de sa constitution. Pourrait-on donc vous entendre, chers collègues, sur les enjeux, pour ne pas dire problèmes, méthodologiques que vous avez rencontrés en procédant à l'intégration des données et comment est-ce que vous avez travaillé à les surmonter? Oui, donc au début, beaucoup d'initiatives se sont organisées rapidement, de manière un peu improvisée. On a vraiment senti l'urgence de créer. Puis avec le temps, au cours des mois, la présentation des initiatives a eu tendance à s'uniformiser. L'identité visuelle, les titres, les sous-titres d'événements, la fréquence, les horaires, etc., se sont officialisés pour certains événements.
D'autres se sont considérablement développées, de sorte qu'il y a plusieurs fiches d'initiative qui ont dû être restructurées par la suite. Pour ma part, un des enjeux que j'ai rencontrés, ça a été de distinguer en fait un contenu culturel nouveau, donc qui avait été créé pendant la pandémie, dans le fond d'un ancien contenu qui aurait été mis en ligne sur Internet dans le contexte seulement de la pandémie. Un exemple peut être les théâtres qui se sont mis à partager gratuitement sur leur site web ou d'autres plateformes d'anciennes pièces qui avaient été créées avant 2020. Un autre enjeu que j'ai rencontré, ça a été le manque important d'informations sur certaines initiatives. Dans certains cas, quand c'était possible, moi, je tentais de prendre contact des fois avec les représentants des initiatives en question. La majeure partie du temps, les gens avaient la gentillesse de m'aider à compléter les informations manquantes au sujet de leur activité. Mais il arrivait que je ne reçoive pas de réponse et que certaines fiches, finalement, demeurent incomplètes dans la base de données. Pour terminer, je dirais aussi que l'ampleur de certaines initiatives nous a forcés là, à réfléchir de manière plus schématique le processus d'intégration. On peut penser aux initiatives qui se sont développées là, au long des vagues du confinement puis qui ont pris des ampleurs gigantesques. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours éviter là, que le temps associé à l'entrée de données devienne problématique. Donc, on doit parfois improviser. Je vous donne un exemple, un colloque qui se déroule sur plusieurs journées et qui présente beaucoup de conférences peut être divisé en quelques fiches générales qui présentent chacune des journées du colloque plutôt que chacune des conférences. Comme je suis entrée dans le projet assez tard, en novembre, plusieurs initiatives à entrer étaient passées depuis un bon moment déjà. Donc, les informations les concernant n'étaient presque plus disponibles. Certaines initiatives avaient même été annulées ou déplacées sans que ça n'ait été mentionné plus officiellement que dans un post Facebook. Comme chaque initiative est différente, j'ai parfois trouvé qu'il était difficile de les entrer dans la base de données d'une façon plus uniforme. Pour moi, cette difficulté était également présente sur le plan de la géographie. Lorsque j'ai fait l'intégration d'initiatives réalisées par les différents peuples des Premières Nations, par exemple, je ne savais pas comment classer les différents lieux selon le modèle proposé par la base de données et si je pouvais me permettre de nommer les lieux dans les différentes langues des peuples des Premières Nations. Au début du processus d'intégration, comme le dit Anne-Philippe, il manquait parfois des informations pour compléter les fiches. Parfois, on n'avait pas de visuel clair ou officiel, on n'avait pas de titre officiel, des fois même, surtout pour les initiatives qui étaient créées rapidement. Parfois aussi, certaines informations étaient différentes pour une même initiative selon l'endroit de diffusion. Je pense surtout à des différences dans les titres, parfois même de l'initiative, qui variaient d'une plateforme à l'autre. Sinon, un autre enjeu important que j'ai rencontré se trouve au niveau des lieux. Donc, quand il y a une initiative qui tient uniquement en ligne, ce n'est pas toujours évident de lui imposer une localisation géographique. Pour ma part, bien, la majorité des problèmes méthodologiques que j'ai rencontrés étaient liés à l'ampleur démesurée des initiatives sur lesquelles j'ai travaillé la plupart du temps, notamment le Festival international de la chanson de Granby et le Festival international de films Fantasia. Outre les enjeux déjà abordés du nombre d'acteurs et de la schématisation des initiatives, c'est pour moi la question des commanditaires qui s'est posée dès le départ, car de tels événements de plus grande ampleur sont financés par une variété d'entreprises et d'organismes qui n'appartiennent pas tous à l'industrie culturelle. Il a parfois été difficile de déterminer avec précision l'identité des commanditaires appartenant à des multinationales ou à des organismes gouvernementaux qui sont très ramifiés, de même que de déterminer la nature exacte de leur place dans leur organigramme d'entreprise respectif. Les organisateurs d'initiatives, ils mettent bien souvent qu'un logo sur leur page web ou dans leur communiqué de presse, et ça devient rapidement compliqué dans certains cas de trouver quelle boîte dirige vraiment, quelle partie précise de l'entreprise est impliquée dans la commandite, quel nom et quelle adresse sont les bons parmi les nombreux qui sont disponibles, avec toutes les variations en Inc. Ou en limité qu'on peut imaginer. Par ailleurs, il y a certaines entreprises fondées sur des modèles de gestion alternatifs qui ont un peu révélé, je dirais, l'inconscient néolibéral de la base de données et du protocole. Un modèle d'organigramme uniquement vertical, à l'image de celui du site recensement,
mais ça ne peut pas décrire de manière très adéquate, par exemple, le fonctionnement d'entreprises d'économie sociale, comme à Montréal, les cinémas Beaubien, du parc et du musée, qui sont tous administrés par des OBNL distincts et autonomes, mais placés sous la direction d'une équipe commune qui est chargée d'accomplir les tâches administratives plus générales, comme la direction, la comptabilité, etc. En plus de ces enjeux associés à la complexité des commanditaires multinationaux, le rayonnement international de plusieurs grandes initiatives, particulièrement les festivals de cinéma comme Fantasia, où sont invités des réalisateurs de tout le globe, ce rayonnement-là a parfois causé quelques chocs culturels qui ont mis en lumière le caractère, disons, occidental de notre méthodologie. Le système nous demande, par exemple, au moment d'ajouter un acteur individuel à la base de données, d'inscrire son nom puis son prénom, mais il va afficher ces éléments conformément au modèle occidental dans l'ordre de prénom-nom. Alors qu'il y a plusieurs noms chinois, coréens, taïwanais et parfois japonais qui doivent être lus dans l'ordre de nom-prénom. Si je ne me trompe pas, ça vient d'être changé. On a une fonction nom d'usage qui les affiche correctement. Il faut également mentionner quelques particularités géographiques qui m'ont donné du fil à retordre, comme le système d'adressage japonais qui fonctionne par pâté de maison et non par numéro de porte, ou encore la ville de Tokyo, qui est en fait, je l'ai appris en travaillant, pas une ville, mais bien une préfecture. Bien entendu, ces chocs culturels ne sont pas vraiment problématiques à proprement parler et ne remettent pas sérieusement en cause la validité de notre méthodologie, sauf peut-être dans le cas des communautés autochtones situées sur notre territoire, qui a été évoqué par Katia. Donc, mais sinon, ce n'est pas tant un problème parce que le projet recensement, ça a quand même pour objet le contexte québécois. Par contre, c'est très intéressant de voir jusqu'où certaines initiatives qui sont nées dans notre sol peuvent nous mener. Merci Samuel pour tous ces détails. C'est vrai que ce ne sont pas du tout des problèmes qu'on croyait rencontrer en se lançant dans le recensement. On ne croyait pas se rendre au système d'adressage japonais. Cet immense travail d'intégration de données, plus immense qu'on le croyait, est d'ailleurs suivi, comme le disait Olivier, par un travail de validation qui a pour but d'assurer la qualité des fiches qui seront mises à la disposition du public. Est-ce que vous pourriez alors nous parler des enjeux qui se sont présentés à cette étape-là du travail? Oui, donc en fait, l'élaboration du protocole méthodologique pour l'entrée de données a commencé en même temps que l'entrée des données dans la base. Et le protocole a évolué selon nos besoins et nos observations. Donc, conséquemment, les premières initiatives comportent plusieurs erreurs de mise en forme. Les cas les plus problématiques sont les fiches incomplètes à cause de bris d'URL ou d'autres problèmes. Ça donne des fiches qui sont impossibles à valider, voire à compléter. D'autant plus que le roulement dans l'équipe a fait que plusieurs personnes ont effectué de l'entrée de données avec un protocole en construction. Donc, ces fiches demandent un travail supplémentaire afin d'être complétées et corrigées. Oui, moi, en tout cas, quand je suis arrivée dans le projet de recensement, le protocole était déjà en place et puis l'outil était très bien élaboré. Ça permettait déjà d'éviter plusieurs problèmes et d'établir une unité dans l'intégration des données. Mais comme n'importe quel outil méthodologique, dans le fond, il y a des exceptions qui se sont présentées et que le protocole ne couvrait pas. À ce moment-là, on procède par une logique de cohérence. Je vous donne un exemple. Le protocole propose différents types de références bibliographiques selon la source qu'on veut citer. La règle elle va donc différer si on cite un PDF, un site web, une image. Mais pour un article qui est disponible uniquement en ligne et qui n'est pas transformable en PDF, habituellement, le protocole impose une règle générale, mais qui est plus ou moins précise. Dans ce cas précis, on a fait un consensus d'équipe, puis on s'est permis d'utiliser en fait la règle qui était habituellement attribuée au PDF, qui elle est beaucoup plus complète et qui on l'espérait, en tout cas faciliter par la suite la recherche dans la base de données des futurs utilisateurs. Oui, puis si je peux me permettre de rebondir un peu sur cette logique de cohérence, ce qui est intéressant aussi, c'est que si le protocole il est en mouvement puis s'adapte aux différents problèmes auxquels on a fait face avec la base de données, j'ai l'impression aussi qu'il faut prendre en considération le mouvement de certaines initiatives qui sont recensées. Je pense notamment, surtout, j'ai travaillé beaucoup sur les expositions virtuelles dans le cas d'initiatives en art visuel, alors que
plusieurs institutions muséales et des galeries ont constamment eu à adapter leur programmation aux nouvelles lois liées à la COVID-19. C'est par exemple, il y a des expositions virtuelles bâties à la base comme activité alternative dans l'attente de la réouverture physique de leurs institutions, qui sont devenues de manière assez imprévue leur programmation complète de 2020 qui ont été disponibles durant l'entièreté de l'année finalement, parce que la programmation physique des galeries se faisait couper l'herbe sous le pied avec l'annonce d'un nouveau code rouge, par exemple. Et donc, la validation des durées d'initiative est souvent devenue à réviser. Puis, ça développe aussi, en fait, ça nous a fait prendre de nouvelles directions au rythme de ces bouleversements-là. Il y a eu en quelque sorte un espèce de nouveau circuit de validation qui s'installait dans ces instances-là. Pour moi, le principal enjeu associé à la validation des données, c'est celui justement de la distinction entre l'intégration et la validation. Afin d'assurer la rigueur de notre travail, le protocole nous interdit de valider nos propres fiches, mais nous donne tout de même la liberté de modifier quelque peu les fiches qui sont presque complètes dans le but de procéder à leur validation plus rapidement. L'enjeu, donc, c'est de tracer une ligne au bon endroit. À partir de quel degré de modification mon travail de validation est-ce qu'il bascule plutôt dans l'intégration? Au-dessous de quel seuil d'implication personnelle faut-il que je reste pour que la validation demeure rigoureuse? Donc, ça, c'est une question qui m'a hanté tout le long du travail. Et toutes ces questions-là, nous les avons rencontrées un peu chacune de notre côté, sans la possibilité de se retourner comme on le faisait au bureau et de demander tout bonnement « Toi, tu fais quoi quand ça t'arrive? » Le travail en base de données, ça semble a priori bien se prêter au travail à distance, qui n'était dans les conditions pandémiques pas optionnel. Mais j'aimerais savoir quels ont été pour vous les avantages et les désavantages de contribuer de cette façon-là au projet en télétravail. Selon moi, et tu viens tout juste de le mentionner, Charlotte, le désavantage majeur que j'ai vécu quand je suis arrivée dans l'équipe en septembre, ça a été de ne pas pouvoir consulter directement mes collègues, voire poser des questions en fait à différentes personnes. Moi, j'étais nouvelle, donc j'avais beaucoup de questions. Et la manière dont notre équipe s'est organisée ensuite en télétravail, c'était de centraliser nos demandes vers une seule personne ressource, qui est Charlotte. Et on a réalisé rapidement que ça représentait un travail monstrueux pour elle. Donc, on a mis en place un document cloud en partage commun qui centralisait nos questions pour toute l'équipe à un endroit et ça évitait en fait les échanges de courriels trop nombreux. De mon côté, le fait que ce projet ait lieu en télétravail me permet de bien répartir mon temps entre le travail et les études. Comme nous venons d'universités différentes, il serait difficile de nous voir en présentiel de toute façon. Par contre, j'aurais vraiment aimé pouvoir rencontrer chaque membre de l'équipe au moins une fois pour que nous puissions discuter d'initiatives et de stratégies de travail. Oui, parce qu'au final, c'est une tâche qui est très passive, très statique. Un peu comme en ce moment, on reste assis devant notre ordinateur, on fait de la recherche, de l'intégration de données. Donc, parfois, je tombais sur une initiative qui était super stimulante. Puis je ne pouvais pas juste me retourner pour faire comme « Ah, Charlotte, regarde ce que je viens de trouver ». Le travail en équipe permet justement de rendre ce genre de tâches-là plus stimulantes. Mais en même temps, c'est sûr que j'appréciais pouvoir être seule dans mon petit bureau, dans ma bulle, sans source de dérangement possible. Donc, peut-être que c'est le plus grand avantage du télétravail pour ma part, surtout pour ce genre de tâches qui demandent un certain niveau d'attention. Oui, puis un aspect intéressant de ce télétravail forcé, je crois que c'est justement son imperfection, puisqu'elle peut peut-être éveiller en nous. J'ai souvent l'impression qu'on est formé en tant que chercheur, chercheuse à se montrer hautement productif, puis à tenter d'offrir des résultats concrets à nos collègues sur une base régulière pour confirmer l'avancement de notre travail, tu sais. Mais dans ces conditions-ci, pour plusieurs d'entre nous, je pense que notre productivité est mise à l'épreuve constamment. Là, je parle de manière assez personnelle, mais c'est surtout une espèce de sentiment de culpabilité là, qui devient la source de ma motivation au jour le jour. Là. Je me répète constamment, à ce point-ci, je devrais peut-être avoir validé X nombre de données, pourquoi est-ce que j'en suis pas rendu là? Mais bon,
le travail devient un peu une espèce de travail de conciliation entre les sentiments de culpabilité et de productivité à ce point-ci. Mais ce qui ramène au point de Caroline de la communication de collègues, je pense qu'elle est plus importante que jamais pour venir confirmer en bout de ligne l'efficacité de nos tâches respectives. Puis, mon intention n'est pas d'être pessimiste, là. Au contraire, je pense que l'imperfection du télétravail, ce n'est pas uniquement stimulé par la culpabilité. Je pense qu'elle permet aussi, dans le cas de travailler en base de données, peut-être même redéfinir mon ou notre rapport à la productivité. On peut s'offrir la chance de prendre le temps de faire les choses, je pense. Mais en tout cas, je trouve ça drôle parce que le projet de recensement, ça demande beaucoup de minutie, énormément d'acharnement. Mais ça peut aussi prendre la forme de, je ne sais pas, des séances semi-méditatives, disons. Ça peut être un peu l'occasion de concevoir le travail de validation fait à la chaîne comme une espèce de moment de pause pour la plupart d'entre nous, on est des chercheurs qui sont en train de faire nos mémoires, nos thèses, etc. C'est une relation conflictuelle. Je pense que ça amène du bon et du négatif d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une pause de nos propres recherches que de se plonger dans celle-là. De mon côté, j'ai l'impression que cette distance a eu quelque chose de positif, comme le disait Katia, en ce qu'elle a facilité le travail interuniversitaire. Et c'est justement la conciliation virtuelle d'une différence géographique qui a permis une telle collaboration. Notre projet n'est pas qu'interuniversitaire, par contre, il est aussi interdisciplinaire, dimension qui est l'objet de notre troisième axe de discussion. Nous avons actuellement 35 disciplines dans la base de données, dont certaines sont couvertes grâce à nos partenaires. Le regroupement du conte au Québec, Littérature québécoise mobile, le groupe montréalais de recherche en art du cirque et la DISC. Les contributions de ces partenaires nous ont permis d'une part de nous concentrer sur les disciplines moins bien couvertes, mais nous a aussi forcé d'autre part pour certains et certaines à sortir de notre zone de confort et travailler sur des disciplines qui ne sont pas celles sur lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Je serais curieuse d'abord de savoir comment est-ce que vous avez, celles et ceux qui ont eu à le faire évidemment, choisi sur quelle autre discipline vous alliez travailler. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé à l'intégration, à la correction et la validation des fiches des initiatives en art visuel, surtout en dessin, illustration et bande dessinée, puis aussi en humour. Ce sont les disciplines qui correspondent le mieux à mon domaine de spécialisation. Cependant, quand j'ai rejoint l'équipe du CRILC en mai, il y avait des priorités pour la base de données comme des listes Excel à partir desquelles on travaillait, qu'on transvidait dans la base de données, ce qui fait que j'ai commencé avec la discipline du cinéma. Ensuite, j'ai fait quelques fiches pour l'humour et les arts de la scène. Et aussi, on avait un souci d'inclure les initiatives de la communauté LBGTQ ou des différentes communautés culturelles. Donc, j'ai fouillé les événements associés au babillard du festival Fringe, qui est assez éclaté, qui avait beaucoup de ressources. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de tout le travail qui avait été fait par la communauté drag de Montréal, et dont une série de spectacles virtuels qui avaient été organisés. Pour ma part, pour la validation, je procède par logique en fait de rapidité et d'efficacité. J'ai tendance à sélectionner des initiatives soit très similaires ou des initiatives en fait de grande ampleur quand je valide pendant plusieurs jours. Donc, en réalité, j'apprends rapidement à connaître les informations qui se répètent constamment d'une fiche à l'autre, que ce soit l'adresse, le lieu, les acteurs. Donc, la validation est beaucoup plus facile. Pour ce qui est de l'intégration, moi, je suis arrivée dans l'équipe à un moment où on devait terminer la première vague d'initiatives. Donc, à ce moment-là, je prenais les initiatives sur le document collectif en ordre qu'elles se présentaient. D'abord dans ma discipline qui est celle des arts visuels. Puis ensuite, j'essayais de prendre les domaines qui étaient un peu moins investis à ce moment-là. Ouais, moi, je pense que contrairement à toi, Anne-Philippe, je suis allée de manière un peu plus égoïste, là, disons. Comme mes recherches courantes en littérature sont assez influencées par les arts visuels, puis les performance studies aussi, je trouve important, tant qu'à faire à être sur le projet de recensement, d'être à l'affût des initiatives qui étaient créées dans le domaine spécifique des arts visuels au cours de la dernière année. Puis il y en avait beaucoup quand même, que ce soit le Centre Phi ou le Centre Never Apart ou les galeries plus indépendantes. Il
y avait beaucoup à recenser. Il y en a énormément qui sont restés extrêmement actifs. Puis ça m'a permis aussi un peu d'appréhender ce à quoi ressemble un travail curatorial en contexte de pandémie, ce qui est assez intéressant, alors que les expositions sont désormais principalement en ligne. Ouais. Moi, un peu dans la même veine égoïste de Francis, j'ai choisi de travailler sur la musique et le cinéma en raison de mes intérêts personnels et de ma formation antérieure, tout simplement. Moi, je suis en littérature, mais j'ai fait un double deck en littérature et en musique au cégep. Puis dans le deck en littérature, il y a plusieurs cours de cinéma qui m'étaient imposés dans le tronc commun. J'ai également suivi un cours sur l'histoire du cinéma dans le cadre de mon bac en littérature de langue française à l'Université de Montréal. C'était donc des disciplines qui s'imposaient. On voit donc que malgré les spécialisations universitaires, nos intérêts sont bien entendu en culture interdisciplinaire. En ce sens, quels sont les défis que vous avez rencontrés en travaillant sur une discipline que vous maîtrisez moins sur le plan académique, disons? Bien, la musique et le cinéma, mais ce sont des arts, comment dire, plus populaires et techniques que la littérature, pour le dire rapidement. Et j'ai parfois eu de la difficulté à départager les acteurs liés à la création et ceux liés à la production des initiatives en raison de mon point de vue un peu plus littéraire. Bien que les études sociologiques, intermédiaires et axées sur l'objet livre soient désormais monnaie courante en littérature, mais c'est un domaine de recherche qui me semble encore marqué par une conception très textualiste de la création qui valorise le génie octorial. Hein. L'idée de création est réservée à ceux qui écrivent les textes, ou parfois en théâtre à ceux qui les disent, alors que tout ce qui met en scène le texte est souvent relégué au domaine de l'artisanat. Donc, travailler sur des arts vivants comme le cinéma puis la musique, hein, qui nécessitent un déploiement technique plus important que la littérature et qui sont marqués par le travail d'équipe, tout cela dans une base de données et à partir d'un protocole qui font une place très importante aux arts vivants. Notre coordonnatrice, Charlotte, c'est tout de même une femme de théâtre. Bien, ça m'a conduit à déconstruire un peu ces biais littéraires. Je trouve que tu soulèves un enjeu qui illustre bien le défi de la position qu'occupe le CRILC et donc nous par rapport au champ scientifique et culturel, en ce que l'une de ses missions fortes, c'est d'être l'interface entre ce qui se crée et ce qu'on en dit. Je l'ai dit en ouverture, vous avez êtes toujours, pour la plupart, aux premières lignes de ce projet. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour parler de ce qui se crée, de ce qui s'est créé au cours de la dernière année. J'aimerais donc que vous nous partagiez, si vous le voulez bien, quelques observations générales que vous avez faites, les premières pistes d'analyse auxquelles vous avez pensé en recensant et en explorant les données. Moi, je dirais que dans le contexte anxiogène du confinement, il y avait beaucoup d'initiatives gratuites en dessin qui mettaient de l'avant l'aspect thérapeutique de la pratique. Autant pour les artistes que pour le public. Il y avait plusieurs initiatives qui proposaient des activités de coloriage, outre les nombreux mandalas, des activités d'expression autour des thématiques du confinement, des pratiques quotidiennes en dessin avec des rendez-vous hebdomadaires ou ponctuels, donc qui permettaient de structurer les moments du confinement. Pour ma part, moi, j'ai été impressionnée de voir comment il y a certains organismes en fait, qui se sont adaptés à la pratique en ligne. C'est sûr que si on pense à la discipline du cinéma, c'est relativement facile de mettre en ligne du contenu. Par exemple, les films sont déjà des créations adaptées pour un écran, puis les producteurs ont l'habitude de travailler avec les plateformes web. Mais quand on passe au domaine du cirque, où la présence physique est vraiment importante, notamment dans le jeu d'acteurs, là, on se demande comment les disciplines ont été en mesure de s'adapter. Puis moi, je vous dirais que c'est une des raisons selon moi, pourquoi les initiatives qu'a lancées Caravane Philanthrope sont vraiment très originales. Rapidement, là, pour ceux qui ne connaissent pas Caravane Philanthrope, c'est un collectif qui rassemble une trentaine d'artistes circassiens. Les membres interviennent habituellement là, auprès de populations marginalisées comme les personnes en situation d'itinérance ou les enfants en situation de vulnérabilité. L'organisme offre en fait principalement un service de clown humanitaire dans les pays du tiers-monde. Vous pouvez penser aux camps de réfugiés, aux orphelinats. Mais là, avec la situation sanitaire, les membres ont adapté leurs pratiques au contexte et ils ont été très actifs au Québec. Ils ont organisé, entre autres, une multitude de prestations extérieures pour les CHSLD. Puis quand ce n'était pas possible, selon les vagues,
Ils proposaient aux personnes âgées là, des rencontres individuelles avec ce qu'ils appellent des clowns thérapeutiques à l'aide, en fait, de tablettes électroniques. En musique, l'adaptation au mode de diffusion en ligne a été très rapide. Dès les premières semaines de la pandémie, les musiciens étaient présents en ligne pour soutenir le peuple québécois. D'abord, les initiatives étaient surtout gratuites, puis de plus en plus, des initiatives payantes ont vu le jour. Les différents événements qui ont habituellement lieu en présentiel, comme les festivals, se sont également réinventés pour offrir une édition en ligne. Les musiciens ont également utilisé leur imagination pour offrir de la musique en présentiel de façon à respecter là, les différentes consignes données par le gouvernement. J'ai l'impression aussi que les différentes initiatives créées en réponse aux différentes restrictions nous ont permis d'avoir un accès différent alors qu'on consomme, faute d'avoir un meilleur mot. Souvent, on voit juste le résultat final, mais depuis mars, on a plus souvent accès un peu à l'envers du décor, au comment, au pourquoi, donc à la création d'un projet vraiment de l'idéation à la réalisation. Le recensement, je pense, nous a permis de suivre des projets dont on n'aurait sûrement jamais entendu parler ou eu connaissance en temps normal. Si j'avais pour ma part à analyser les données que j'ai intégrées, je crois que je commencerais par m'intéresser aux initiatives qui posent dans leur forme même la question de l'après-pandémie. Hein. Il y a des initiatives qui ont été créées en réaction à la pandémie, mais également dans l'optique de lui survivre. Et certaines adaptations virtuelles d'événements en présentiel se sont avérées si fructueuses qu'elles pourraient bien redéfinir de manière durable les pratiques culturelles propres à un champ artistique. Hein. C'est là qu'on va pouvoir mesurer, à mon avis, les impacts les plus profonds de la pandémie sur le milieu culturel. Par exemple, il y a plusieurs acteurs du milieu musical qui se sont rapidement rendus compte que les concerts virtuels, hein, qu'ils soient en direct ou en différé, ça permettait de rejoindre un public beaucoup plus vaste, hein, et de multiplier les sources de revenus. Lors du spectacle virtuel du groupe de métal Anvil à l'Antibar et Spectacle de Québec, le nombre de billets vendus, ça a largement dépassé la capacité totale de la petite salle, hein, qui fait 200 places. Et la formule virtuelle, elle a donné une ampleur internationale au concert. Ils ont même dû changer l'heure pour accommoder les spectateurs internationaux. Et après ça, l'enregistrement a pu être mis en vente par la suite. Donc, ça fait un produit dérivé de plus. Ça permet d'étendre les profits. Ce genre d'expérience, ça fait dire à des artistes comme l'auteur, compositeur, interprète Daniel Boucher, hein, qui, lui, a vendu plus de 3500 billets en quelques semaines dans le cadre de sa série de concerts virtuels 4 jeudis de chez nous à chez vous. Ça lui a fait dire que le virtuel et le présentiel pourraient bien cohabiter dans le futur monde des spectacles de musique. Hein. Le chanteur a d'ailleurs astucieusement comparé cette cohabitation possible à celle déjà existante entre la musique vivante et la musique enregistrée. L'industrie des festivals de cinéma serait elle aussi probablement amenée à changer, à mon avis, car la pandémie et surtout l'ouverture d'esprit de plusieurs distributeurs de films, ça a permis le franchissement un peu banal quand même d'une certaine pudeur légale, pour ainsi dire. Hein. Mes collègues ont souligné avec raison la grande compatibilité entre le web et le cinéma, mais le mariage n'allait pas de tant de soi, hein, car plusieurs distributeurs étaient frileux à l'idée d'offrir leurs films en streaming par peur du piratage. Les organisateurs des festivals de cinéma étaient d'ailleurs très au courant de cette peur. Hein. Même à Fantasia, on a pensé annuler le festival parce qu'on était convaincus que les partenaires, les distributeurs habituels, ils allaient se retirer. Évidemment, ça n'a pas été le cas et ça me semble un pas très important franchi dans une nouvelle direction pour le meilleur ou pour le pire, car les risques du piratage demeurent réels. Tant qu'à être tourné vers le futur, j'aimerais, pour finir, sur une note exclusivement positive, que vous nous partagiez vos coups de cœur, des initiatives sur lesquelles vous avez aimé travailler ou dont l'idéation vous a peut-être particulièrement intéressé. Je ne sais pas si j'ai un coup de cœur précis. Je pense que j'ai surtout aimé découvrir les différentes formes, y compris les initiatives, puis de découvrir un peu, comme je le disais, les coulisses des projets lorsque c'était possible. Sinon, je dirais peut-être un peu de voir ce qu'ont fait les petites équipes, les plus petits organismes, par exemple les revues étudiantes ou les jeunes maisons d'édition, qui ont vraiment embarqué dans la vague numérique, qui se sont adaptés au changement sans nécessairement avoir beaucoup de moyens ou de ressources. De l'autre côté de l'écran aussi, j'ai participé au développement de quelques initiatives, notamment avec la Galerie Acteurs à Drummondville, et je vais en parler jeudi soir dans une autre table ronde, et avec la revue de création Le Qui. Puis du côté du développement, je pense que ce que j'ai aimé voir, c'est l'esprit de coopération derrière le développement des initiatives.
mais peut-être surtout la volonté de créer des rencontres autrement. Oui, pour moi, ben, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais je dirais surtout peut-être au creux de l'oreille, la série des drag shows virtuels et toutes les initiatives organisées en dessin ou en bande dessinée. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié le caractère informel et très convivial de plusieurs des initiatives, la solidarité entre les artistes, leur générosité aussi. De plus, étant donné la rapidité avec laquelle les artistes ont dû s'habituer aux plateformes numériques, souvent, durant la première vague, à tout le moins, les enregistrements vidéo des initiatives en direct contiennent des bloopers ou gardent les traces des problèmes techniques qui ont pu survenir. Et la plupart du temps, c'est des problèmes qui sont abordés avec beaucoup d'humour par les artistes, et ce qui rend l'expérience d'autant plus conviviale pour le spectateur. Pour ma part, mon coup de cœur est définitivement les initiatives en fait qu'a lancé Caravane Philanthrope, que je vous parlais tout à l'heure. J'ai échangé à de nombreuses reprises en fait avec le représentant du collectif, Guillaume Vermette, puis j'ai été vraiment émue en fait par les actions que les clowns thérapeutiques ont posées là, pour contrer le sentiment de solitude. Et là, je pense entre autres au spectacle extérieur, donc de l'acrobatie, de la musique, du chant, que le collectif a offert aux résidents des CHSLD. Dans le fond, pour vous expliquer, les personnes âgées demeuraient assises à leur balcon de chambre et grâce à un matériel adapté, les spectacles pouvaient avoir lieu dehors et puis les personnes âgées pouvaient profiter comme ça et assister au spectacle. Tellement de belles initiatives ont vu le jour qu'il est difficile d'en choisir une, mais j'ai un coup de cœur pour l'initiative secondaire en spectacle quand même. Comme secondaire en spectacle a été annulé dû à la pandémie, les jeunes secondaires ont publié leurs numéros sur les différents réseaux sociaux. J'ai été agréablement surprise là, par le nombre de participants de la relève et par la qualité des numéros. Oui, ben pour ma part, s'il y en a une qui m'a fait particulièrement triper, si je peux me le permettre, c'est l'initiative VR2Go du Centre Phi, qu'on pourrait traduire par réalité virtuelle pour emporter. Ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que d'inviter les gens à se rendre physiquement au Centre Phi pour assister à leur exposition de réalité virtuelle, disons, durant l'été quand ça avait réouvert. Le centre s'est équipé de davantage de casques de visionnement pour VR, là, les grosses lunettes qu'on connaît pour la plupart d'entre nous. Puis ils ont instauré un service de location pour donner justement accès à des dizaines de films de réalité virtuelle directement dans le confort de son salon. Je trouve ça super intéressant. Tu sais, je pense que le FI, c'est l'une des institutions qui a réellement réussi, là, au sens le plus littéral du terme, à transporter l'expérience du musée jusqu'au chez-soi des clients. Mais je trouve ça aussi intéressant parce que c'est un peu problématique aussi, parce que d'une part, c'est une démonstration assez claire, je pense, de ce qu'on peut faire quand on a les moyens financiers de le faire. Les plus petites galeries indépendantes, je ne pense pas qu'elles auraient été en mesure d'offrir ce type de service qui est assez dispendieux. Aussi, encore moins en si peu de temps, l'initiative elle a été débutée, je ne me trompe pas, c'était au mois de mai de 2020, c'était assez tôt dans le processus pandémique, disons. Mais je suis aussi d'avis qu'une exposition comme celle-là, je pense que ça ouvre aussi beaucoup de portes ou de nouvelles possibilités d'expériences muséales à la maison. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de notes à prendre puis que ça lance un bon coup d'envoi pour d'autres institutions à trouver des moyens créatifs là, pour adapter leur programmation au désir des gens d'avoir l'expérience à la maison. Mais moi, dans la foulée de ma réponse à la question précédente, je dirais que les initiatives qui m'ont le plus impressionné sont celles qui ont su proposer de nouvelles expériences virtuelles inspirées de la forme originale, en présentiel, des événements en question. Je pense surtout au Festival Fantasia, qui offrait des films sur demande en streaming, mais aussi des films en direct, qui disparaissaient de la plateforme de visionnage si le spectateur les commençait avec trop de retard, hein, comme lorsque les portes de la salle de cinéma se ferment. Cette formule en temps réel, ça a permis de tenir des discussions entre le public et les artisans du film sur Zoom après la projection, hein, car tout le monde l'avait visionné en même temps, et d'ainsi reproduire un peu l'effet du festival. Mais ça a aussi permis, sur une note un peu plus philosophique, disons, ça a permis aux festivaliers de retrouver un certain rapport plus linéaire au temps, hein, à la suite d'un premier confinement qui avait confondu tous les temps dans un même espace, hein, accroissant de ce fait la disponibilité de manière démesurée. En théorie, on pourrait être tout le temps devant notre écran.
C'est pour donner un semblable répit aux élèves que des cours à distance ont été annulés, par exemple, certains jours de tempête de neige, pour faire comme si, puis pas accroître démesurément la disponibilité. Merci tout le monde. Pour finir, moi, j'ajouterais que je pense que mon coup de cœur, c'est aussi Au creux de l'oreille. Nancy l'a nommé rapidement. Je trouve que l'initiative du théâtre au téléphone est géniale. Elle a donné du boulot à tellement de personnes du milieu culturel et elle a permis de briser l'isolement à un moment où le besoin était vraiment criant. Ça a tellement bien fonctionné qu'il y a eu 3 éditions pour les 3 saisons. J'ai vraiment l'impression que ça aurait été un privilège pour nous de baigner autant dans la richesse de ce que fait le milieu culturel pendant la pandémie. Je pense qu'on pourrait peut-être maintenant ouvrir à qui n'aurait pas eu cette chance et à qui aurait des interrogations. Donc, Lise, je te repasse la parole pour la période de questions. Merci Charlotte et merci à toute l'équipe.